Un homme en Afrique gagne plus d'argent chaque jour que certains pays entiers en une semaine. Son empire pèse plus de 20 milliards de dollars. Il contrôle le ciment, le sucre, le sel, la farine, le pétrole. Tout ce que tu touches au quotidien en Afrique de l'Ouest passe par ses mains. Son nom, c'est Aliko Dangote. Et pour comprendre comment un fils de commerçant est devenu le roi industriel de tout un continent, il faut remonter au début. On est en 1957, à Kano, dans le nord du Nigeria. Un garçon naît dans une famille de commerçants Haoussa. Pas de misère, mais pas de luxe non plus. Et devine ce que ce garçon faisait dès l'âge de 9 ans. Il achetait des bonbons en gros pour les revendre à ses camarades d'école. Déjà entrepreneur. Sa famille n'était pas pauvre, certes. Son grand-père maternel, Sanusi Dantata, était l'un des hommes d'affaires les plus respectés de tout le nord du Nigeria. Dantata importait des marchandises depuis l'époque coloniale. Riz, sucre, textile. Il a posé les bases d'un réseau commercial que Dangote allait transformer en empire. Mais attention, ne crois pas que tout lui a été servi sur un plateau. Le jeune Aliko avait une obsession que personne dans sa famille ne comprenait vraiment. Il ne voulait pas juste commercer, il voulait fabriquer, produire, contrôler toute la chaîne. Et cette idée, dans le Nigeria des années 70, était presque folle. À 21 ans, Dangote quitte Kano pour Lagos. La mégalopole bouillonnante, chaotique, pleine d'opportunités. Il arrive avec un prêt de son oncle. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce prêt familial allait se transformer en quelque chose que même son oncle n'aurait jamais pu imaginer. Il commence par le commerce de commodités, sucre, ciment, riz. Il importe en gros et revend dans tout le Nigeria, simple, efficace, rentable. En quelques années, Dangote devient le plus gros importateur de sucre du Nigeria, puis de ciment, puis de farine. Il domine chaque marché qu'il touche. Mais Dangote comprend un truc que les autres importateurs ne voient pas. Importer, c'est dépendre de l'étranger. Et dépendre de l'étranger, c'est être vulnérable. Et c'est là que tout bascule. Ce bétail change tout. Parce que Dangote ne va pas simplement devenir riche, il va devenir indispensable. Sa stratégie est simple mais géniale. Au lieu d'importer des produits finis, il va construire des usines au Nigeria pour tout produire sur place. Première cible, le sucre. Le Nigeria importe des centaines de milliers de tonnes chaque année. Dangote se dit, pourquoi ne pas raffiner ici même ? Il construit la plus grande raffinerie de sucre d'Afrique subsaharienne. Capacité 1 400 000 tonnes par an. Les concurrents sont sous le choc. Et voici le coup de génie. Dangote ne se contente pas de produire. Il convainc le gouvernement nigérien de taxer massivement les importations de sucre. Tu comprends la manœuvre ? Il crée l'offre locale, puis il fait fermer le robinet des importations. Résultat, il devient le seul fournisseur, un quasi-monopole. Et il répète exactement la même stratégie avec le ciment. Il ouvre Dangote Cement. Et là, les chiffres deviennent absolument vertigineux. Dangote Cement produit aujourd'hui plus de 50 millions de tonnes par an. C'est le plus grand producteur de ciment de tout le continent africain. Pour te donner une idée de l'échelle, imagine que chaque seconde, 1 tonne de ciment sort de ses usines. Chaque seconde, jour et nuit. Il installe des cimenteries au Nigeria, au Sénégal, en Éthiopie, en Tanzanie, au Cameroun, au Congo. Partout où l'Afrique construit, Dangote est là. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le ciment en Afrique n'est pas un simple matériau de construction. C'est un instrument de pouvoir politique. Celui qui contrôle le ciment contrôle le développement urbain. Les routes, les ponts, les immeubles, les hôpitaux. Tout commence avec du ciment. Et Dangote le sait. C'est pour ça que chaque président africain veut l'avoir à ses côtés. Il n'est pas juste un businessman, il est un faiseur de villes. Mais le ciment et le sucre, ce n'était que le début. Dangote avait un rêve encore plus fou. Un projet tellement gigantesque que même ses conseillers pensaient qu'il avait perdu la tête. Il voulait construire la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique. Et pas seulement d'Afrique, l'une des plus grandes au monde, au Nigeria. Et là, tu dois comprendre l'absurdité de la situation. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Mais il importe son essence. Oui, tu as bien entendu. Le pays extrait le brut, l'envoie à l'étranger, puis rachète l'essence raffinée au prix fort. Des milliards de dollars qui quittent le pays chaque année. Dangote voit cette faille béante.
et il décide de la combler, seul, avec son propre argent. Le projet s'appelle la raffinerie de Lekki. Le coût estimé au départ, 12 milliards de dollars. 12 milliards. C'est plus que le budget annuel de nombreux pays africains réunis. Et le coût final a explosé. 19 milliards de dollars, le plus gros investissement privé de l'histoire de l'Afrique. Un seul homme a signé ce chèque. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Dangote n'a pas juste investi de l'argent, il a investi 7 ans de sa vie dans ce projet. 7 ans de retard, de problèmes logistiques, de négociations avec des banques, de batailles politiques. 7 ans où tout le monde disait que c'était impossible. Les critiques disaient « Un Africain ne peut pas construire une raffinerie de cette taille. C'est trop complexe, trop cher, trop ambitieux. » Mais Dangote ne les a pas écoutés. Et en janvier 2024, la raffinerie de Lekki a officiellement commencé à produire du carburant. Le Nigeria raffinait enfin son propre pétrole. La capacité, 650 000 barils par jour. C'est plus que ce que le Nigeria entier consomme. Le surplus sera exporté vers toute l'Afrique. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que personne n'avait vu venir. Parce que cette raffinerie ne produit pas que de l'essence. Elle produit aussi du diesel, du kérosène pour les avions et surtout du polypropylène. Tu sais, la matière première pour fabriquer du plastique. Ce qui veut dire que Dangote pourra bientôt fournir la matière première à toutes les usines de plastique d'Afrique de l'Ouest, encore un marché verrouillé. Mais revenons un peu en arrière. Comment un importateur de sucre a-t-il pu accumuler assez de capital pour construire une raffinerie à 19 milliards? La réponse est dans sa méthode. Dangote n'a jamais diversifié au hasard. Chaque business finance le suivant. Chaque victoire prépare la prochaine bataille. Le sucre a financé le ciment. Le ciment a financé la farine. La farine a financé le sel. Et tous ensemble ont financé la raffinerie. C'est un effet cascade. Et il y a un autre secret. Dangote Group est coté à la bourse de Lagos. Dangote Cement à elle seule représente environ un tiers de la capitalisation boursière totale. Ça veut dire que quand tu investis dans la bourse nigériane, tu investis en grande partie dans Dangote. Il est la bourse. L'économie tourne autour de lui. Mais cette domination a un prix, et les critiques sont nombreuses. Certains accusent Dangote d'avoir créé un empire monopolistique qui écrase toute concurrence. Les prix du ciment au Nigeria sont parmi les plus élevés d'Afrique. Un sac coûte parfois 2 à 3 fois plus cher qu'en Afrique de l'Est. Et quand Bua Cement, son principal concurrent, a essayé de casser les prix, la guerre a été féroce. Dangote ne laisse personne menacer sa couronne. Mais ce que les critiques oublient souvent, c'est le contexte. Avant Dangote, le Nigeria importait presque tout. Et importer coûte infiniment plus cher. Dangote a créé plus de 30 000 emplois directs. Et probablement des centaines de milliers d'emplois indirects dans le transport, la distribution, la construction. Il a aussi construit des routes, des ports privés, une flotte de camions. Son empire ne produit pas seulement des biens, il a créé toute une infrastructure. Et ça, c'est quelque chose que très peu de milliardaires dans le monde peuvent revendiquer. Il n'a pas juste enrichi sa famille, il a industrialisé un pays. Parlons maintenant d'un aspect que personne ne mentionne jamais, la relation entre Dangote et le pouvoir politique nigérian. Parce que c'est fascinant. Dangote est proche de chaque président nigérian depuis les années 90. Pas un seul régime ne l'a mis à l'écart. Ça ne t'interpelle pas? Sous la dictature militaire, il prospérait. Sous la démocratie, il prospère encore plus. Il a survécu à chaque transition politique, chaque coup d'État, chaque élection. Son secret? Il est indispensable. Aucun gouvernement ne peut se permettre de le combattre parce que son empire fait tourner l'économie réelle du pays. Tu veux taxer Dangote? Très bien. Mais qui va fournir le ciment pour tes projets de construction? Qui va raffiner ton pétrole? Qui va employer tes citoyens? C'est la stratégie ultime. Devenir tellement essentiel que te toucher, c'est se tirer une balle dans le pied. Et Dangote a maîtrisé cet art comme personne. Mais ne crois pas que tout a toujours été rose. Dangote a traversé des crises qui auraient détruit n'importe quel autre entrepreneur. En 2016, le Nigeria plonge dans sa pire récession depuis des décennies. Le prix du pétrole s'effondre, la monnaie locale, le naira, perd la moitié de sa valeur. La fortune de Dangote fond littéralement. Il perd des milliards de dollars en quelques mois. Les médias internationaux écrivent sa chute.
Mais Dangote fait quelque chose de brillant. Pendant que tout le monde panique et vend, lui, il investit encore plus. Il double la mise sur la raffinerie de Lekki. Et c'est une leçon que tout entrepreneur devrait graver dans sa mémoire. Les crises ne détruisent pas les empires. Elles révèlent qui mérite de survivre. Quand l'économie nigériane reprend, Dangote est encore plus fort. Ses concurrents ont reculé. Lui a avancé. L'écart est devenu un gouffre. Parlons chiffres. En 2024, la fortune personnelle de Dangote est estimée à environ 20 milliards de dollars. Premier d'Afrique, et de très loin. Pour comparer, le deuxième homme le plus riche d'Afrique est Johan Rupert, le Sud-Africain du luxe. Il est à environ 11 milliards. Dangote a presque le double. Mais sa fortune n'est pas comme celle des milliardaires de la tech. Elle n'est pas dans des actions volatiles ou des algorithmes. Elle est dans le béton, l'acier et le pétrole. Et ça, c'est ce qui rend Dangote unique parmi les ultra-riches du monde. Sa richesse est physique. Tu peux la toucher. Tu peux la voir. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aborde jamais. L'expansion africaine de Dangote. Parce que le Nigeria ne lui suffit plus depuis longtemps. Dangote Cement est présent dans 10 pays africains. Sénégal, Cameroun, Ghana, Éthiopie, Tanzanie, Afrique du Sud, Congo, Sierra Leone, Togo, Zambie. Et dans chaque pays, la stratégie est la même. Construire localement, embaucher localement, devenir indispensable localement. Puis, verrouiller le marché. Au Sénégal, par exemple, Dangote Cement est devenu l'un des plus gros fournisseurs en quelques années seulement. La croissance est fulgurante. En Éthiopie, il a investi dans une cimenterie géante pour profiter du boom de la construction à Addis Abeba. Le timing était parfait. Mais l'expansion ne se fait pas sans obstacles. En Afrique du Sud, Dangote a affronté des régulations strictes et une concurrence locale très agressive. Et c'est là où est la différence entre un businessman et un bâtisseur d'empire. Dangote ne recule devant aucun marché, même les plus difficiles. Parlons maintenant de la vie personnelle de Dangote, parce que derrière le titan industriel se cache un homme avec des contradictions fascinantes. Dangote est connu pour vivre de manière relativement modeste comparé à d'autres milliardaires. Pas de yacht géant, pas de jet privé extravagant. Il se lève chaque matin à 5h30. Il est à l'usine avant ses employés. À 67 ans, il travaille plus que la plupart des trentenaires. On raconte qu'il connaît personnellement les directeurs de chacune de ces usines, qu'il appelle à l'improviste pour vérifier les chiffres de production. Mais sa vie privée n'est pas sans controverse. 3 mariages, 4 divorces selon certaines sources. Sa vie sentimentale fait régulièrement les gros titres au Nigeria. Et puis il y a la question que tout le monde se pose en Afrique. Dangote est-il un héros ou un monopoliste qui étouffe l'économie? Ses défenseurs disent qu'il a prouvé qu'un Africain peut construire un empire industriel mondial sans quitter le continent. C'est un modèle de fierté. Ses critiques répondent que ces monopoles empêchent l'émergence de concurrents, que ses prix sont trop élevés, que ses liens politiques sont trop étroits. La vérité, comme toujours, est probablement entre les deux. Dangote est un produit de son environnement. Le Nigeria est un pays où les règles du jeu sont brutales. Et maintenant, parlons de l'avenir. Parce que Dangote, à 67 ans, prépare la suite. Et ce qu'il planifie est peut-être son coup le plus audacieux. Il a annoncé vouloir entrer dans le secteur des énergies renouvelables. Panneaux solaires, gaz naturel propre, Dangote veut devenir le roi de l'énergie verte en Afrique. Et si tu penses que c'est juste du marketing vert, détrompe-toi. L'Afrique a le taux d'électrification le plus bas au monde. 600 millions de personnes sans électricité. Celui qui résoudra ce problème ne sera pas juste riche, il sera le personnage le plus influent du siècle sur le continent. Et Dangote veut ce titre. Il y a aussi la question de la succession. Dangote a 3 filles, Halima, Maria et Fatima, et il les prépare depuis des années à reprendre l'empire. Halima, l'aînée, est déjà directrice exécutive chez Dangote Industries. Elle a fait ses études à l'étranger et est revenue pour apprendre le métier sur le terrain. La grande question est: l'empire survivra-t-il à son fondateur? Parce qu'en Afrique, les empires familiaux ont souvent du mal à traverser les générations. L'histoire du continent est pleine de fortunes qui se sont évaporées en une seule génération. Le passage de relais est toujours le moment le plus dangereux. Mais Dangote semble avoir appris de ses erreurs. Il professionnalise son groupe, recrute des managers internationaux, met en place des structures de gouvernance solides.
Maintenant, comparons Dangote avec les autres géants industriels de l'histoire, parce que la comparaison est révélatrice. On le compare souvent à Andrew Carnegie ou John D. Rockefeller. Comme eux, il a dominé les industries de base. Comme eux, il a un rapport ambigu avec la concurrence. Mais il y a une différence majeure. Carnegie et Rockefeller opéraient dans un pays déjà industrialisé. Dangote construit dans un pays qui n'a pas encore d'infrastructure. C'est comme si Rockefeller avait dû construire les routes, les ports et les chemins de fer en plus de ses raffineries. L'ampleur du défi est incomparable. Et c'est pour ça que l'histoire de Dangote dépasse le simple récit d'un milliardaire. C'est l'histoire de l'industrialisation d'un continent tout entier. Le modèle Dangote inspire déjà une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Produire localement au lieu d'importer, investir dans l'industrie lourde au lieu de la tech uniquement. Au Nigeria, au Ghana, au Kenya, au Rwanda, de jeunes entrepreneurs suivent ces traces. L'Afrique est en train de changer et Dangote a montré le chemin. Mais il reste un défi immense. L'Afrique ne représente encore que 3% de la production industrielle mondiale. 3% pour 1,4 milliard d'habitants. Si le continent veut rattraper l'Asie ou l'Europe, il faudra des centaines de Dangote, des milliers d'usines, des décennies de construction. Le chantier est titanesque. Et c'est exactement pour ça que cette histoire est si importante. Dangote n'est pas juste un homme d'affaires, c'est un test grandeur nature. Le test qui répond à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'un Africain peut bâtir un empire industriel capable de rivaliser avec les meilleurs au monde ? Alors la prochaine fois que tu verras un sac de ciment, un morceau de sucre ou une goutte d'essence en Afrique de l'Ouest, souviens-toi d'un nom. Dangote, l'homme qui a décidé que l'Afrique n'avait plus besoin d'importer ce qu'elle pouvait fabriquer elle-même. Et qui l'a prouvé avec 19 milliards de dollars. Et si cette histoire t'a fasciné, attends de découvrir celle du franc CFA. Comment une seule monnaie contrôle 14 pays africains. C'est dans la prochaine vidéo.